Elles sont où? Cet anniversaire à l'Elysée, 3 ans de pouvoir pour François Hollande, et évidemment, on veut savoir si les promesses ont été tenues. Alors, si vous voulez savoir si les promesses ont été tenues, vous pouvez jeter un coup d'œil à ce site internet qu'on découvre ensemble, qui s'appelle tout simplement Lui Président, qui a compilé toutes les promesses qui ont été faites avant, mais aussi depuis qu'il est au pouvoir, ses engagements, des promesses tenues, des promesses non tenues. Alors, d'après les chiffres, c'est un site qui est sur le site du Monde, eh bien, 108 promesses ont été tenues. Les promesses non tenues, il y en a 46 qu'on peut considérer comme brisées. Et puis des promesses qui n'ont pas encore été tenues mais qui sont en cours, il y en a 250. Alors évidemment, c'est la courbe du chômage, l'inversion de la courbe du chômage qui est celle le plus régulièrement évoquée comme une promesse non tenue. C'est vrai que j'ai fixé l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage, pour parler plus clair encore, de la baisse du chômage. Ça sera une bataille, c'est une bataille que nous avons engagée. Elle se fera mois par mois, elle s'est faite mois par mois, et nous devons y travailler sans cesse, et ça prendra tout le temps qui est nécessaire. Alors qu'il baisse à peu près partout ailleurs, dans les pays comparables à la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, eh bien, le chômage continue sa progression en France. Nouveau record et nouvelle contorsion du gouvernement pour expliquer les petites nouveautés du mois, des arrangements statistiques, des astuces de présentation qui doivent faire miroiter pour bientôt la fameuse inversion de la courbe du chômage. Cette inversion qui doit être crédible, a dit hier soir François Hollande. Oui, alors quels sont ces indicateurs? Le premier. Alors le premier, c'est le nombre des chômeurs qui sont sortis des statistiques parce qu'ils sont soit en formation, soit qu'ils bénéficient d'un contrat d'insertion, soit qu'ils soient enrôlés dans le service civique. C'est quelque chose de courant, on a ça tous les mois. Ce qui est nouveau ce mois-ci, c'est que Pôle emploi en a rayé près de 25 000 de ces tablettes. Et l'administration explique que pudiquement avoir, je cite, eu accès à des données administratives plus complètes qui lui permettent désormais de compiler différemment ces chiffres. Alors optiquement, ça fait bien. Mais la réalité, c'est que ces gens-là, je veux dire, ceux qui sont en formation, en contrat de ceci ou de cela, en service civique, eh bien, ces gens-là n'ont pas d'emploi. C'est une catégorie toujours plus nombreuse de, appelons-les, des chômeurs occupés. Oui. Paris, La Défense, 19 mars 2012. Parmi ces tours, le siège de la Corporate Investment Bank du Crédit Agricole. Et dans cet immeuble, les bureaux de Chevreux, le plus important broker indépendant en Europe, qui conseille 1200 fonds de pension, banques, investisseurs institutionnels. C'est d'ici qu'est parti ce papier. C'est une note brève en anglais de seulement 9 pages, qui n'était pas destinée au grand public, seulement aux opérateurs de marché. Mais quand on est tombé sur ce document, on a eu l'impression de découvrir le plan de bataille des financiers. Car eux préparent déjà la préélection. Et ils comptent bien en tirer une victoire, quel que soit le vainqueur, la fin du CDI. On a donc contacté l'auteur de ce texte, Nicolas Doisy, le chief économiste de Chevreux. Il a accepté de nous recevoir. François Hollande va devoir déplaire soit au marché financier, soit à ses électeurs, puisqu'il est certain de ne pas parvenir à réconcilier les deux. Déjà, on a des investisseurs anglo-saxons qui s'étonnent du faible détail qu'on puisse avoir, qu'on reçoit des candidats dans leur programme. En fait, les candidats n'ont pas de programme, pour le faire simple. Le conflit d'objectifs que va avoir François Hollande, c'est rester dans la zone euro versus satisfaire les demandes de son électorat naturel. Les deux ne sont plus compatibles maintenant, on le voit depuis la crise grecque. Il sait qu'il sera pris à terme à un moment entre la pression de ses électeurs et la pression des marchés. C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. Ça revient finalement à réduire substantiellement un certain nombre de garanties dont ont bénéficié jusqu'à présent les titulaires de CDI notamment. Et donc à imposer plus de flexibilité aussi sur les travailleurs, les travailleurs français. Une fois au pouvoir, le président douche les espoirs de son électorat. La crise s'installe, la redistribution s'éloigne. Ma mission, elle est simple. C'est de parvenir à redresser la croissance
et à réduire le chômage. François Hollande choisit d'aider les entreprises en baissant le coût du travail. Un an après son élection, la presse parle de tournant. Je ne fais pas évoluer la gauche, je fais évoluer la France. Pourtant, le discours est loin de la doxa socialiste. L'année suivante, fin de l'ambiguïté, le pacte de responsabilité consacre la politique de l'offre de François Hollande. L'offre crée même la demande. Relancer l'offre productive plutôt que la demande des consommateurs, cette fois, il assume. La durée de travail, officiellement, elle reste à 35 heures par semaine. Mais l'entreprise pourra, si besoin, la porter bien au-delà, jusqu'à 46 heures sur une durée maximale de 16 semaines. Le salarié n'aura pas son mot à dire. Et le temps de repos journalier de 11 heures pourra être réduit ou fractionné. Autre proposition, faciliter le licenciement économique. Aujourd'hui, si une entreprise a des difficultés, elle peut moduler le temps de travail et donc les salaires. Mais avec la réforme, elle pourra aussi le faire si elle veut partir à la conquête de nouveaux marchés. Résultat, si un salarié refuse ses efforts, il pourra être licencié pour cause réelle et sérieuse et non plus pour motif économique. Autre nouveauté, elle concerne l'adoption des accords d'entreprise. Aujourd'hui, ils sont appliqués seulement si les syndicats l'approuvent, à condition qu'ils représentent 30% des salariés. Le texte propose de relever le seuil à 50%. En cas d'échec, un référendum sera organisé dans l'entreprise. L'article 2 porte sur une thématique essentielle pour les salariés, la durée du travail. Il encadre le nombre d'heures de travail par jour, par semaine, ainsi que le temps de repos et les congés payés. Or, il précise que chaque entreprise peut revoir ses dispositions en fonction de ses besoins. Le risque principal, c'est bien que l'accord d'entreprise soit au final moins favorable aux salariés que l'accord de branche. C'est ce que l'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. L'article 2 incarne en quelque sorte le cœur de la réforme du modèle social. Il représente un quart de la loi El Khomri, 58 pages qui ont déjà été revues et corrigées par 167 amendements. La vraie cause du chômage, c'est le manque d'activité, c'est l'étouffement de l'activité, c'est en aucune manière le code du travail. On avait ce code du travail quand on a créé des millions d'emplois entre 1997 et 2002. Il nous a absolument empêchés de rien. C'est une vraie trahison d'un siècle de droit du travail. Les gens ne se rendent pas encore compte. Mais leur vie va être brisée si cette loi passe. Elle sera brisée dans l'entreprise parce que le patron pourra décider à peu près ce qu'il veut. Il n'y aura plus d'ordre public social, c'est-à-dire de protection suffisante. Vous savez, le code du travail, c'est un code qui protège les humains face à l'entreprise. Et là, maintenant, on veut soumettre les humains aux entreprises. C'est ça, en ça que c'est une contre-révolution conceptuelle, juridique, historique, théorique et pratique. Et après, ça se décline dans tous les détails, c'est-à-dire pour un congé, pour un parent malade ou pour un décès, ou bien pour la date de début de la semaine, ou bien pour le travail le dimanche, ou bien pour la durée du travail quotidienne, journalière ou hebdomadaire. Ceux qui n'ont pas compris que j'étais social-démocrate peuvent encore poser une question. François Hollande et Manuel Valls voulaient donc de la cohérence dans le nouveau gouvernement. Contrat rempli ? Le sujet de ce gouvernement, le véritable événement, c'est la nomination d'Emmanuel Macron à la place d'Arnaud Montebourg au ministère de l'économie. Emmanuel Macron, on l'a dit, connu du grand public, 36 ans, ancien banquier, c'est l'ancien conseiller économique de François Hollande. François Hollande a voulu envoyer un signal très fort. Écoutez, François Hollande a placé quand même l'inspirateur du pacte de responsabilité à l'économie, l'homme qui pense que la relance, ce sont les entreprises. C'était le plus libéral de toute l'équipe Hollande. Pour un signal fort, c'est un signal fort. Je crois que tout est dit et on a surtout compris que Hollande, son ennemi, ce n'est plus la finance.